Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer ce matin à Andafia Varach, sous l'égide de la première dame de la République, Madame Yal Razouel, a eu lieu l'inauguration officielle de l'exposition photographique intitulée « Humainement possible, vaccination pour tous ». Cette exposition a pour objectif de sensibiliser sur l'importance de l'éradication des maladies évitables par la vaccination, de promouvoir les vaccins de routine et d'atteindre les enfants qui n'ont pas encore été vaccinés ou qui n'ont pas reçu toutes les doses nécessaires. À partir d'aujourd'hui, cette exposition sera ouverte au public et sera également visible au Tana Waterfront et à la City Event. L'année 2024 a été déclarée année de la vaccination à Madagascar et la première dame Yal Razouel a été désignée marraine de cette campagne. Un défi a été lancé et au cours des 6 grandes campagnes de vaccination menées cette année, on a observé une forte mobilisation des parents qui ont fait vacciner leurs enfants. L'implication de la première dame a joué un rôle majeur dans l'obtention de bons résultats. D'abord, la première dame, c'est une maman elle-même et je crois qu'elle parle en tant que maman parce qu'elle-même, elle a fait vacciner ses enfants et elle l'a raconté quand on avait fait le lancement du grand rattrapage, de cette campagne de rattrapage des enfants zéro dose. Elle avait raconté comment c'est angoissant pour une maman de voir son enfant malade et si on veut éviter ce stress, en tout cas le plus possible, la meilleure manière, c'est déjà de le faire vacciner quand il est petit et de le faire vacciner complètement. Donc je crois que peut-être Monsieur le ministre a dit, mais pour un certain nombre de vaccins, une seule dose n'est pas suffisante, jusqu'à 3 doses. Donc il faut revenir faire les deuxième, troisième doses. Et c'est là des fois où on n'a pas toujours les parents qui reviennent pour faire parce qu'ils n'ont peut-être pas compris l'importance de faire les 3 doses. Vous avez vu qu'on a fait beaucoup de campagnes de polio. Bien sûr, en appui au ministère de la Santé, les campagnes de polio, elles sont répétées parce qu'on veut que l'enfant soit vraiment totalement bien vacciné. Et aussi, on veut rater aucun enfant. Donc peut-être qu'il y en a un qu'on a raté une fois, on essaye de l'attraper la prochaine fois. Donc c'est juste pour dire que la première dame, elle parle, je pense, en tant que maman d'abord. Et bien sûr, elle est quand même aussi quelqu'un d'influent, puisqu'elle est la femme du président de la République. Donc elle sert quand même un peu de modèle aussi au sein du pays. Des milliers de personnes œuvrent silencieusement dans l'ombre pour relever le défi de la vaccination à Madagascar. L'exposition met en lumière le courage et la détermination des communautés, ainsi que les défis rencontrés pour mener à bien ces campagnes de vaccination. Ce sont ces acteurs qui sont les véritables héros de cette initiative. L'unité des différents acteurs a permis de rendre possible ce qui semblait impossible, d'où le titre « Humainement possible » de cette exposition. Cette exposition illustre une cause qui me tient particulièrement à cœur, la vaccination. Plus qu'un simple geste médical, elle est un acte d'amour et de protection, un gage de santé et d'avenir pour nos enfants. L'année 2024 a été proclamée année de la vaccination par le président de la République, un geste fort qui traduit notre engagement collectif en faveur de la santé publique. Vacciner, c'est non seulement protéger nos enfants, mais aussi renforcer la résilience de nos communautés face aux maladies évitables. En tant que marraine de cette cause, je suis honorée de vous retrouver ici, unis, autour de cette mission essentielle. À travers les clichés présentés dans cette exposition, nous découvrons les visages de ceux qui, chaque jour, parcourent des kilomètres, affrontent les résistances et surmontent des obstacles pour assurer l'accès à la vaccination. Ces instants capturés sont des témoignages de courage, de solidarité et d'espoir. Ils nous rappellent que chaque vaccin administré est un pas vers un avenir plus sain et plus sûr pour nos enfants. Les progrès réalisés cette année sont encourageants. La poliomyélite est presque éradiquée et nous avons atteint un taux de rattrapage de 73% pour la vaccination des enfants zéro dose et contre la rougeole, touchant près de 400 000 enfants. Ces résultats, fruits d'un effort collectif, reflètent l'engagement des professionnels de santé, des partenaires internationaux comme l'UNICEF,
et de toutes les personnes mobilisées autour de cette cause. Cependant, notre travail ne s'arrête pas là. Pour 2025, le défi est encore plus grand. Vacciner 800 000 enfants, 0 dose. Mettre en place une vaccination de routine durable, garantissant une couverture vaccinale suffisante pour éliminer tout risque de retour des virus. Ces objectifs sont ambitieux, mais notre détermination est encore plus grande. Grâce à des actions coordonnées, des soutiens durables et une vision renouvelée, nous avons la capacité de les atteindre ensemble. Je rejoins Madame la représentante pour saluer les efforts des héros et des héroïnes de l'ombre, tout en mettant en lumière leur travail exceptionnel. Ces équipes sur le terrain, ces hommes et ces femmes qui, avec un dévouement sans faille, rejoignent les communautés les plus isolées, souvent au prix de grands sacrifices. Leur engagement est une source d'inspiration pour nous tous et un témoignage puissant de ce que l'action humaine peut accomplir. En admirant ces portraits, nous redécouvrons l'importance de l'action collective. Chaque geste compte, chaque effort a un impact, chaque vie sauvée est une victoire. Ces images nous rappellent aussi que notre responsabilité est de soutenir ces efforts, d'amplifier cette mobilisation et d'encourager la vaccination comme un droit universel pour chaque enfant. Cette exposition présente plus de 30 photos illustrant les efforts exceptionnels des acteurs de la vaccination, même dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès. Après l'inauguration à Ndafia Varach aujourd'hui, l'exposition sera ouverte au public du 20 au 22 novembre au Tana Waterfront à Boudouvoun, puis du 23 au 26 novembre à la City Ivanj. Par la suite, cette exposition parcourra les régions du pays. En politique, le candidat à la mairie d'Antananarivo, Warlala Ramanantsoa, numéro 7 dans le bulletin unique, a lancé sa campagne dans la capitale. Elle est soutenue par la plateforme politique Irmar. Le lancement officiel de sa campagne a eu lieu devant la gare Souarane en présence de milliers de partisans venus de tout Antananarivo, des élus ainsi que de nombreuses associations qui soutiennent sa candidature. Natera Kutumav, Nzaranjiansu. La gare de Souarane, lieu où a débuté la campagne électorale de la candidate à la mairie d'Antananarivo, Warlala Ramanantsoa, portant le numéro 7 dans le bulletin unique, a été couverte par la couleur orange aujourd'hui. La foule a envahi le lieu pour affirmer leur soutien à la candidate Warlala Ramanantsoa, qui a choisi la gare de Souarane car c'est la ligne de départ, tandis que la ligne d'arrivée, synonyme de victoire, est juste à côté, à savoir l'hôtel de ville. La victoire est la seule issue possible et nous l'atteindrions, martèle la candidate de l'Irmar dans son discours d'ouverture de campagne d'aujourd'hui. La victoire sera dédiée aux habitants d'Antananarivo, aux femmes qui ont besoin de soutien, aux jeunes, aux vulnérables et aux opprimés, aux entrepreneurs et à beaucoup d'autres, affirme Warlala Ramanantsoa. Je ne serai pas seulement une candidate, mais je serai la candidate de la victoire, celle qui sera à la mairie de la ville d'Antananarivo, tel est notre but commun, avec les conseillers municipaux qui sont dans ma liste de candidats, selon les propos de la candidate Orange. Travailler pour le développement de la capitale, tel est son but, et c'est l'amour de la ville qui l'a poussée à se présenter aux élections. Elle veut apporter le changement, faire la différence. Antananarivo sera une ville propre, saine et vivable, elle sera une fierté, souligne cette candidate. Antananarivo Antikareic, tel est le leitmotiv de la candidate numéro 7. Pendant les 21 jours de campagne, la candidate Warlala Ramanantsoa et son équipe feront des porte-à-porte afin de convaincre les citoyens d'Antananarivo avec son programme et sa vision pour la capitale. Toujours dans ce contexte, la campagne électorale pour Dadaris, le candidat de la commune de Bungatsar, district d'Atsimjan, a débuté par une messe suivie d'un grand carnaval. Rabben Jassana Richard, alias Dadaris, est le candidat présenté par la plateforme Irmar. Dadaris est le numéro 1 sur le bulletin unique pour la commune de Bungatsar lors des élections municipales prévues le 11 décembre. Il a appelé les habitants de Bungatsar à voter pour lui.
La campagne a commencé par une messe à l'église Sainte-Anne de Bungatsar pour le candidat Rabenajassana Richard, alias Dadaris. Par la suite, il a rencontré ses partisans au quartier général. Le candidat, présenté par la plateforme Irmar, est numéro 1 dans le bulletin unique pour les élections municipales du 11 décembre. Un carnaval a ensuite été organisé où Dadaris et ses partisans ont défilé dans les rues de la commune de Bungatsar. Dadaris est bien connu des habitants de Bungatsar grâce à ses nombreuses actions sociales. Même avant de devenir candidat, il a appelé la population de Bungatsar à venir voter pour lui et pour sa liste lors de la campagne qu'il a menée aujourd'hui. Et chaque candidat de la plateforme Irmar a débuté la campagne électorale à sa manière. Certains ont choisi un carnaval, d'autres un culte. Résumé dans ce reportage de toute l'équipe de la rédaction. Le candidat Ranjanarve Lunzaka Naval, alias Izukunzak, a lancé sa campagne électorale aujourd'hui à travers un office religieux. Cela a été suivi par une marche à travers la ville de Sabutsnamen, accompagnée de ses partisans. Zukunzak, qui figure en tête dans le bulletin unique pour la commune de Sabutsnamen, poursuivra sa campagne par des porte-à-porte. De son côté, Mamlalen Anjiaslevch, candidat numéro 4 de la plateforme Irmar pour la commune d'Ivat, a démarré sa campagne par une marche à travers les 13 Fokuntan de la commune. Après la marche, un office religieux a été organisé pour confier la campagne entre les mains de Dieu. Le président du TGV départ Ambujachim, Blaise Ndiamanantain, ainsi qu'un grand nombre de personnes ont assisté à l'événement. L'ALEN se positionne comme un candidat capable de provoquer des changements bénéfiques pour les habitants de la commune. Le candidat de l'Irmar, numéro 3, Ravelumiadza Mianchsu, dit Tafs Ramafajawan, a débuté sa campagne électorale par un carnaval partant de son QG pour sillonner les Fokuntans de la commune d'Alatsour, un Kadiev, un Kadajatung, Sud Amboipu, Mandikanaman, un Kasbe, Mahins, un Buimarn, un Buitanet, un Paibat, Matsins, un Bujazak, un Bundvoins, Manjangbat, Miadan, un Buitchumpi, un Budvundav, Mienchkulvan, un Borouy et un Batmalaz. Pour le candidat numéro 3, son objectif est de développer la commune d'Alassour et de faire de cette commune un modèle pour les communes de toute l'île. Les conseillers de sa liste et ses partisans venus nombreux en sont convaincus en affirmant leur soutien aujourd'hui. Ravel Miadzamianchsu Ditaf Ramafajaun, le candidat numéro 3, un candidat du parti soutenant le régime actuel et en qui l'Irmar a mis sa confiance pour développer Alassour. En économie, la région Diana accueillera la 10e édition de la Journée internationale des régions. Cet événement se déroulera dans la capitale régionale, Antranen, pendant 3 jours, du 20 au 22 décembre. L'AGIR a pour objectif de mettre en valeur les ressources naturelles de la région, de promouvoir son économie et surtout d'attirer les investisseurs. Toujours un reportage de Natera Kutmav et de Nzaran Jiansu. La région Diana est reconnue pour sa richesse en ressources naturelles, notamment des produits d'exportation tels que le cacao, la vanille, le café et l'ilang-ilang. Elle est également célèbre pour son riz parfumé, le riz Madame Rose. De plus, la région possède une grande diversité de produits de mer et 19 zones protégées, en plus de plusieurs sites touristiques. Ces ressources seront mises en avant lors de la GIR qui se tiendra à Antranen. Cette 10e édition de la GIR se distingue particulièrement par l'invitation de participants étrangers. L'objectif des Journées internationales de la région est de promouvoir l'économie de la région. La région Diana fait partie des zones bénéficiant des ZES, zones économiques spéciales, ce qui en fait une région favorable pour les investissements et le développement, soutient le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Nain Adjasitwain. Le lancement officiel de la 10e édition de la GIR s'est tenu hier au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Cet événement se déroulera à Antranen du 20 au 22 décembre 2024 et réunira divers partenaires, acteurs économiques, secteurs privés et ambassades internationales.
Et la semaine de l'entrepreneuriat Global Entrepreneurship Week sera célébrée du 18 au 23 novembre. Cet événement comprendra plusieurs activités visant à promouvoir l'entrepreneuriat à Madagascar et à sensibiliser les jeunes, en particulier les femmes, aux opportunités dans ce domaine. Les détails. Au programme, des ateliers, des conférences et des rencontres destinées à encourager ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Une attention particulière sera accordée à la présentation des financements disponibles pour les porteurs de projets qui, faute de ressources, peinent à démarrer leur activité. Ces initiatives seront organisées dans 11 villes à Madagascar et sont placées sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'objectif de cette semaine est d'offrir une plateforme d'échange et d'apprentissage pour favoriser l'essor de l'entrepreneuriat local et soutenir la création d'entreprises à travers des solutions concrètes et adaptées aux besoins des futurs entrepreneurs. Et le projet SDE4R a été officiellement présenté hier à l'Arbi. Ce projet vise à encourager les ressortissants malgaches vivant à l'étranger à investir à Madagascar et à collaborer avec les petites et moyennes entreprises locales. L'Organisation internationale pour les migrations et l'Union africaine, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, sont chargés de la mise en œuvre du projet, tandis que la Banque africaine de développement en assure le financement. Le projet durera 28 mois et son objectif est de promouvoir la participation de la diaspora à la croissance économique et sociale du pays. 8 pays africains sont impliqués dans ce projet visant à promouvoir l'engagement des ressortissants africains à travers l'investissement et l'entrepreneuriat pour renforcer le développement de chaque nation. Ces pays sont Madagascar, la Gambie, le Libéria, le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud, le Togo et le Zimbabwe. Environ 50 000 ressortissants de la diaspora sont concernés par ce projet, dont 10 000 sont directement touchés, avec une attention particulière accordée aux femmes et aux jeunes. Pour Madagascar, le projet bénéficie d'un financement de 500 000 $ et s'étendra sur 28 mois. Le projet SDE4R est d'une importance capitale pour Madagascar, surtout dans le cadre de la mobilisation de la diaspora malagasy pour le développement du pays et pour la gouvernance de la migration interne. En effet, SDE4R, c'est catalyser les investissements privés, y compris ceux de la diaspora, et soutenir le développement du secteur privé par la promotion de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des liens d'affaires, en ciblant notamment les populations déplacées de force et les communautés d'accueil. L'OIM, en partenariat avec l'Union africaine et le ministère des Affaires étrangères, met en œuvre le projet et est financé par la Banque africaine de développement. Les partenaires sont actuellement en train de finaliser la mise en place du projet afin d'encourager les Malgaches de la diaspora à investir localement et à collaborer avec les PME. Cette initiative représente une opportunité unique de mobiliser les capacités, les ressources et les investissements de la diaspora pour dynamiser l'esprit entrepreneurial et renforcer la résilience des communautés locales. Nous veillerons à ce que les efforts soient intégrés au niveau national, régional et continental afin d'obtenir des résultats durables et inclusifs, améliorant ainsi la qualité de vie des populations africaines. Grâce à notre réseau, notamment par le biais de la division Citoyenneté et Diaspora, CIDO, nous identifions les talents, les ressources et engageons les membres de la diaspora africaine reconnus comme 6e région d'Afrique pour en faire un acteur clé de développement durable. Le projet mettra en place des mécanismes innovants pour canaliser ces contributions vers des initiatives locales concrètes et impactantes. Le projet SDE4R a été officiellement lancé hier à l'Arbi par les partenaires et le ministère des Affaires étrangères.
En tourisme, la lutte contre le tourisme sexuel sera renforcée dans le cadre de la politique nationale en matière de tourisme. Une attention particulière sera également portée à l'exploitation de nouveaux marchés internationaux tels que l'Asie, l'Inde et la Chine dans l'élaboration du document de politique générale du tourisme, selon la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa. Fadjessena Mireille, Yves Janel. Il y a eu de nombreux changements dans le secteur du tourisme à travers le monde, notamment après la pandémie de Covid-19. Cela concerne notamment la manière d'accueillir les visiteurs et les services offerts aux touristes. Parmi les priorités de la politique nationale du tourisme figure le renforcement de la lutte contre le tourisme sexuel, explique Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Les acteurs du secteur touristique se tournent de plus en plus vers un tourisme respectueux de l'environnement. L'objectif est de promouvoir un tourisme durable, toujours selon les explications. Tous les partenaires, en collaboration avec les professionnels du secteur touristique, ont contribué à l'élaboration de la politique générale du tourisme. Dans les actualités internationales, l'Ukraine a affirmé ce jour, au 1000e jour de l'invasion russe, qu'elle ne se soumettrait jamais en dépit de ses profondes difficultés sur le champ de bataille et de l'incertitude pesant sur la pérennité de soutien américain. France 24. Au 1000e jour de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe contrôle désormais près de 20% du sol ukrainien. Après avoir conquis un quart du territoire après le début de son opération en février 2022, Moscou a reculé sous la contre-offensive de Kiev 9 mois plus tard. Une douzaine de milliers de kilomètres carrés avaient alors été libérés par les forces ukrainiennes. Depuis, la Russie n'a fait que grignoter la ligne de front dans l'Est et le Sud, avant de gagner environ 1500 km² depuis le mois de juin dernier, sa plus forte progression depuis le début de son invasion. À Kiev, loin de la ligne de front mais souvent bombardée, la guerre fait partie du quotidien des habitants. Pour moi, une journée en Ukraine, c'est bien sûr des sirènes d'alerte qui retentissent sans cesse. Chaque jour, de nouvelles explosions, des victimes civiles, des attaques constantes sur les infrastructures civiles et les bâtiments résidentiels. En fait, chaque jour est une lutte. Chaque jour que nous vivons en Ukraine est un miracle. J'ai voyagé dans différentes parties du monde, mais je suis quand même rentrée chez moi et quand je suis revenue, j'ai éprouvé une gratitude incroyable envers nos militaires. Des militaires ukrainiens qui ont surpris Moscou fin août en menant une incursion sur sa région frontalière de Koursk. Aujourd'hui, 600 km² de ces terres russes sont encore sous contrôle ukrainien. Et puis, la justice hongkongaise a condamné 45 militants pro-démocratie reconnus coupables de subversion à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans à l'issue du plus grand procès organisé à Hong Kong pour atteinte de la sécurité nationale. France 24. C'est un verdict historique. 45 personnes condamnées, dont certaines des figures du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, comme Benny Tai, l'ex-professeur de droit. Il a reçu 10 ans en prison car il a organisé des primaires pour les élections législatives au Parlement local. Et pour cela, il a été considéré par les procureurs comme le cerveau derrière une tentative de crise constitutionnelle. Les juges ont même décrit ce vote non officiel qu'il a organisé comme une arme de destruction massive. 10 ans, c'est la peine la plus lourde qu'on a vue ce mardi. Les autres ont reçu des peines moindres, comme Joshua Wong, l'ex-leader étudiant, figure du mouvement des parapluies en 2014. Il a déjà reçu d'autres condamnations, par exemple pour avoir commémoré le massacre de Tiananmen, pour avoir organisé une manifestation devant un commissariat à Hong Kong, etc. Pour ce procès, il a plaidé coupable de subversion et pour cela, il a reçu 4 ans et demi en prison. La loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin et instaurée par Hong Kong a déjà été utilisée environ 300 fois. Cette année, il y a eu même un durcissement avec l'article 23. On y voit des termes très vagues pour définir trahison
et sécession. Les défenseurs des droits décrivent l'utilisation de cette loi contre les opposants politiques, contre les journalistes et contre les universitaires comme des exemples concrets de l'effacement de l'état de droit à Hong Kong. Ce territoire chinois a longtemps été plus libre que le reste du continent, mais aujourd'hui, il se retrouve privé de plus en plus de liberté et ressemble de plus en plus au reste de la Chine. Par exemple, en septembre dernier, un homme a été condamné à 14 mois en prison car il portait un t-shirt avec un slogan phare du mouvement pro-démocratie. Les tribunaux hongkongais ont une semaine très chargée. Mercredi, le procès de Jimmy Lai reprend aussi. Le mania des médias est en détention depuis décembre 2020. Il est accusé de sédition et de conspiration avec des forces étrangères et il encourt la prison à vie. Ils doivent marcher plusieurs kilomètres avant d'atteindre les zones complètement dévastées. Dans la région de Valence, en Espagne, les bénévoles continuent de se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés des inondations du 29 octobre qui ont fait plus de 220 morts. France 24. Pues vámonos. Aquí, míralo, ahí se verá dentro. Como hace falta de todo, sobre todo gente, pues no tardas más de 15 minutos en encontrar un sitio. Esta de aquí sí que lo recicla, lo otro es una mierda. Esto al final es importante porque ahí abajo hay gasolina, hay pues residuos, puede que haya algún animal muerto o por alguien, esperemos que no. ¿Por qué es importante para mí? Pues no sé, a ver, porque al final la gente lo está pasando muy mal, imagínate que esto fuese a tu casa, ¿sabes? Y pues bueno, hay que echar una mano. Todos los que, aunque venimos para trabajar oficialmente, desplazados por nuestro gobierno de Castilla y León, todos nos hemos sumado de forma voluntaria para incorporarnos al operativo que se desplaza hasta Valencia. Venimos todos los días para dar de comer y de cenar a las vecinas y a los vecinos porque, como bien sabréis, en muchas casas no hay agua, en otras casas no hay electricidad. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par CN Ranirland. Au revoir et bonne soirée sur Viva.